Empreinte, une émission conçue, présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Amis auditeurs, bonjour, vous êtes avec Empreinte, votre émission hebdomadaire consacrée aux livres. Elle est conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, et je reçois aujourd'hui Ahmed Ben Kamla. Ahmed Ben Kamla, donc moi j'appellerai d'abord poète, et encore poète, toujours poète, infiniment poète. Après, bon, bien sûr, il y a le cinéaste, le directeur de la Cinémathèque pour une saison, on va dire. Deux, quand même. Non, je dis par rapport à la 5e saison. Oui. Mais aussi directeur de la production de deux événements importants, Alger Capitale et Tlemcen Capitale. Alger Capitale de la culture arabe et Tlemcen Capitale de la culture islamique, respectivement 2007-2008 et puis 2010, 2011, 2012. C'est ça. Donc, et puis assistant de monsieur Mouloud Achour, durant donc oui, c'est niveau, Alger, à l'occasion de Jazair, une année de l'Algérie en France, au département livre. Au département livre. Et c'est là où j'ai appris beaucoup de choses sur l'édition, sur la fabrication du livre, la distribution, etc. Et vous êtes aussi éditeur. Je l'ai été pour une saison. Pour une saison toujours. Quand il m'a été donné de réaliser mon film, la 5e saison. Donc l'entreprise avait comme activité aussi non seulement cinéma mais aussi édition, et c'est là où j'ai édité donc ces deux modestes ouvrages que vous avez entre les mains, mon ami Tazarout, Au sud de toi, qui est un recueil de poésie, et la 5e saison, un mini-roman lyrique que j'avais adapté justement en long métrage il y a 4 ou 5 ans. Donc vous m'avez fait le plaisir d'assister à l'avant-première à la Silmizidoun en mars 2021. Et j'ai adoré le film parce que d'abord j'ai adoré l'audace et le courage. Le courage, c'est nouveau pour moi, c'est vraiment nouveau de transposer la poésie à l'écran avec une telle élégance et avec un sujet aussi important que le livre, que la mémoire, le livre était le que la résilience, que... Je peux dire quelque chose, justement. Le texte original a été écrit justement en pleine année de braise, si j'ose dire. C'est un texte qui a été écrit en une huitaine de nuits, d'un seul trait, d'un seul jet. Je me rappelle, Mouloud Achour, bien plus tard, quand il avait lu... Qui était directeur des éditions chez Casbah. Bien sûr, journaliste et écrivain. À l'occasion justement de l'année de l'Algérie en France, en 2001, 2002, 2003. Et quand je lui avais donné à lire, en lui demandant ses conseils d'écrivain, directeur éditorial de la maison d'édition Casbah, il m'avait dit « Ahmed, ne touche pas une virgule ou un point ou une lettre. » On sent qu'il a été écrit comme une catharsis. Voilà. Et donc, l'idée d'en faire un film est venue plus tard, quand je suis devenu indépendant, après mon passage à la direction de la Cinémathèque algérienne. Et vous faites bien de rappeler que ce n'était pas évident de transposer à l'écran un texte poétique, lyrique, si je peux dire, en toute modestie, mais quand même. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Comment transposer une métaphore? Parce qu'il est écrit comme une métaphore sur... C'est une métaphore. C'est une métaphore. D'ailleurs, le sous-titre, c'est une allégorie algérienne. La 5e saison, une allégorie algérienne. Donc j'ai voulu transcender le factuel de la tragédie en presque une fable poétique sur cette insoutenable douleur que représentait la disparition de nos amis, et y compris, bien sûr, évidemment, on n'était pas en dehors, on était concernés. Amis auditeurs, revenons au tout début.
Vous êtes universitaire, vous avez fait Sciences une humaines. licence En sciences humaines, en psychologie, oui. Oui, et vous avez enseigné à Oui, vos débuts. par défaut. Par défaut. Je devais faire un 3e cycle à Paris avec... Et nous étions, quelle année tout ça? On était en 74, 75, ça fait quand même Un bac. Et donc j'ai fait une année d'enseignement de philo pour le terminal en langue française. L'année d'après, ça a été arabisé. Et donc on m'a versé sur l'enseignement de lettres françaises, puisque j'étais... Oui, c'est vrai, ça c'est... La littérature en général était avec le cinéma, était ma passion depuis très Bien, jeune. on arrive au cinéma et vous commencez donc avec un essai qui, comme on dit, un coup de maître, parce que vous décrochez le premier prix, première édition du cinéma amateur de Tizi Ouzou. En 79. En 79, Et puis, avec un film qui s'appelle... Signe, Isharat. Et puis, pour l'anecdote, je n'avais jamais fait de cinéma amateur auparavant. J'avais écrit un scénario qui s'appelle Les Murs de la Ville, comme enseignant, professeur, que j'avais envoyé ici à la RTA. Ici. Et puis donc, je rencontre notre ami Allah yarhamou Zakaria, réalisateur à la station d'Oran, puisque j'étais à Oran, et qui, je lui parle de ce projet avorté. Ouais. Et je lui dis que j'ai envie d'en faire un court-métrage synthétisé, sans dialogue. Et il me propose de me confier une caméra 16 mm qu'il avait ramenée du RSS de l'époque, en me promettant de la pellicule de la station de télévision d'Oran et son développement. Et donc j'ai réécrit le scénario de long métrage en un court métrage en évitant des situations de dialogue puisque je n'avais pas les moyens de faire de la prise de son direct. C'était une caméra muette. À l'époque, on appelait ça la caméra muette qui devait être accompagnée d'un magnétophone Nagra, etc. Mais là, et donc, j'ai inventé un court métrage où les situations se passaient de dialogue. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un film muet, mais il n'y a pas de dialogue. Et donc, en même temps que je tournais, j'apprends que... Et donc, le tourner avec mes moyens, avec mes amis, profs comme moi, etc. Des amis, pas uniquement des profs, des amis de mon entourage. Et donc, j'apprends que la Cinémathèque algérienne organisait le premier festival du cinéma amateur à Tizi Ouzou. Et je me suis dit, je suis en train de faire un court-métrage pour le montrer à qui de droit. Et là, c'est une occasion de le montrer à qui de droit, puisque ils avaient parlé du jury, où il y avait Bouhammari, Larhmou, Amal Askri, Abdou Bel Larhmou, Merzak Alouache, qui était président du jury. Il me dit, il n'y a pas meilleure occasion que de le montrer à cette assistance. Et donc, je me présente le jour de la clôture, sans être inscrit, avec un film 16 mm, et le festival était réservé aux films de l'époque, du format 8 mm, Super 8. Et Son Ben Amara, je crois qu'il est venu... Non, en Super 8, lui. Super... On a eu le premier prix ensemble, d'ailleurs, Hamid Ben Amara. Ouais. Et donc, là, ils interrompent la clôture. Ils sont étonnés qu'un jeune vienne avec un film 16 mm qui n'était pas à l'ordre du jour de leur programmation. Et ils reportent la clôture au lendemain. Donc, le lendemain, mon film est projeté. Et juste après, donc, je remporte le premier prix. Mais c'était pas tellement le prix qui m'intéressait. C'était cette rencontre avec les gens qui étaient là. Et d'ailleurs, ça s'est concrétisé, puisqu'ils m'ont demandé, moi qui ai fait ce film en noir et blanc, avec un format professionnel, etc., d'où je leur apprends que je suis prof de lettres, mais que mon souhait depuis toujours était de faire du cinéma. Ils me mettent en contact ici à l'RTA avec Ahmed Bijawi, qui était directeur de la production, et quelques temps après, j'ai été recruté. Très bien, donc l'univers du cinéma... Mais la poésie, ça a commencé plus tôt. La poésie, c'est bien avant. La poésie, elle a commencé dès Vous avez déjà un recueil de poèmes. Je t'imagine Antigone. Ouais. C'est tout un programme. C'est en quelle année, ça? Dans les 84 ou 85, je crois. Mais bon, les poèmes dataient un peu. Mais c'était l'époque de l'ENAL, donc j'ai réuni tous les manuscrits, tous les textes. Je les ai proposés à l'ENAL, l'ex-SNED. Et là, il a été accepté. Et il y a
un détail auquel je tiens pour faire remarquer. Il a été tiré à l'époque à 3000 exemplaires. 6 mois plus tard, il n'y avait plus aucun exemplaire. Ce qui nous amène à parler de la lecture en Algérie, de la problématique de la lecture et de la problématique de la lecture de la poésie en langue française. Quand vous songez qu'au sud de toi, ce dernier recueil a été tiré à quelques 500 exemplaires, distribués dans quelques librairies, dont notamment celle d'Alger. Quand je vais les voir, me dit Monsieur Benkamla, sans vouloir vous vexer, qui lit la poésie maintenant et en français? Mais écrire c'est pas aussi et avant tout pour être édité. Écrire, je reviens à la 5e saison, c'est un exutoire, c'est une libération, c'est un moment d'inspiration, c'est un moment d'expression, d'émotion, quelle qu'elle soit, de joie ou de tristesse ou de deuil. Et donc, la poésie a toujours accompagné mon parcours professionnel de cinéaste, puisque la poésie est intervenue plus tôt dans ma vie. On a reçu dernièrement donc dans Empreinte une jeune poétesse qui s'appelle Inès Hayouni. Oui, je connais. Beaucoup de talent. Et elle a essuyé ses refus. Personne n'a voulu l'éditer. Et elle a été encouragée par sa mère et son frère. Elle a édité à compte d'auteur. Oui. Et elle était elle-même étonnée le succès, parce qu'on lui dit ça se vend pas, et elle s'est rendue compte que finalement ça se vendait. Inès, je l'ai connue, elle a fait un récital de poésie à la Villa Abdelatif il y a 2 ans. Elle démarrait déjà et elle était étonnante au point de vue expression politique. Elle est très jeune d'ailleurs. Et elle jouit d'une certaine pugnacité, parce que c'est vrai, comme vous dites, être découragé par des maisons d'édition, c'est vrai, il y a de quoi être découragé, mais même à compte d'auteur, à condition qu'il ait une visibilité en dehors des librairies, à l'occasion d'événements comme des signatures auprès de certains espaces qui aide à donner de la visibilité. Donner l'occasion à des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs de faire des ventes dédicaces comme vous-même vous l'avez fait, mais bon, sans comparaison, puisque vos ouvrages se vendent beaucoup plus, puisque c'est des sujets autrement différents. C'est beaucoup plus de biographies de grands artistes. Mais moi je considère que tous les écrivains, à part 2 ou 3, c'est du militantisme. C'est vraiment une passion, du militantisme. Je suis d'accord avec vous. C'est du militantisme. C'est une façon de ne pas baisser les bras. Une façon de dire je suis là, j'existe encore. Alors, pour revenir à vous, monsieur Ahmed Benkamla, je ne sais pas pourquoi, mais quand je parle de vous, je parle du poète. Parce que même dans votre façon de parler, c'est très poétique. Vous avez une voix faite pour donner des récitals poétiques. Et on vous découvre dans un film, un long métrage de Rahim Laloui, Mémoire de scène. Comme par hasard, je crois que le choix de Laloui est bien fait. Vous campez le rôle du poète et écrivain Tahar Djaout. Allah yarhamou. Dans une séquence mémorable. Oui, pour la précision, je suis aussi le co-scénariste du film. J'allais le dire. Mémoire de scène. Et cette séquence en hommage à Tahar Djaout, je l'ai introduite de force, enfin, mais si de force par rapport à Rahim, notre ami, le réalisateur et co-scénariste, mais j'ai voulu l'intégrer comme un clin un hommage, puisque ce film-là aussi parlait d'intolérance. Ça se passe dans une petite ville, Steve en l'occurrence, une bande d'amateurs qui essaie de monter une pièce. Puis il y avait le clin d'œil aussi à l'ami le comédien de théâtre Asdin Mdjoubi, puisque l'acteur principal, enfin le personnage qui était interprété par Abdallah Agoun, porte le prénom de Asdin. C'est lui qui veut monter cette pièce
qui est Tartuffe adapté au contexte algérien. Et donc, vu le contexte de l'intrigue et de l'histoire où ça se passe, comment ça se passe, j'ai intégré facilement d'ailleurs le personnage de Tarjo qui vient faire un petit récital invité par cette troupe au théâtre municipal. Et d'ailleurs, juste après, ils apprennent à la télévision qu'il vient d'être assassiné. Ça a été un coup dur pour nous tous. Et donc, voilà, à propos de Mémoire de scène, j'étais tout à l'heure avec Rahim justement parler de ce film en regrettant que ce film n'ait pas été distribué après l'avant-première qu'il y a eu il y a quelques années, vous vous rappelez. Et donc, il mérite quand même, à part la tournée qu'il y a eu, la tournée dont il a bénéficié il y a 2 ans, à travers quelques salles de la cinémathèque, Batna, Tizi, Alger-Oran, mais sinon... C'est le cas de beaucoup de films algériens, c'est vraiment très peu. Autant... Même le mien, le mien. C'est ça. À part l'avant-première à laquelle vous avez assisté et quelques projections ici et là, victime de cette non-visibilité, qui est regrettable parce que, après tout, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de l'État, c'est un argent investi. Des lieux publics. C'est de l'énergie. L'énergie dépensée. Il m'a pris 5 ans entre écriture, préparation, etc., les attentes, etc., et tous les problèmes que vous connaissez. Ça, Et puis, se dire que il y a une poignée de spectateurs qui l'ont vu, c'est regrettable. Bien. Alors, chers amis auditeurs, nous sommes toujours avec Ahmed Benkamla et nous sommes avec son ouvrage « Au sud de toi ». Le titre déjà donne envie de lire, parce que le titre déjà est une invitation à l'évasion, à l'amour, à la sensualité. Je vous invite, Monsieur Benkamla, à nous lire un des poèmes. Je sais que c'est comme vos enfants, mais celui que vous aimez le plus. Moi, j'ai choisi « Au sud de toi ». Moi aussi, cher ami. D'accord. Puisque Au sud de toi, le premier poème qui inaugure le recueil, donc c'est bien Au sud de toi. Je vais le lire et parler ensuite du titre. Plaisir. Et comment est venu le titre, qui reste pour moi jusqu'à présent un certain mystère, une certaine énigme. Donc, Au sud de toi. Bientôt, mes yeux ne verront du monde que ton regard, que ton visage. Bientôt, mes yeux ne verront du monde que la lumière d'or pure de ton regard, de ton sourire. Bientôt, ton nom sera le murmure des vents du monde, et ton parfum en sera les senteurs d'ivresse et de félicité profane. Bientôt, mes alentours ne seront qu'ombres pleines de toi. Bientôt, mes jours ne seront plus qu'un écho à tes matins, à tes aubes et aurores, et mes nuits seront peuplées de rêves qui ne seront que toi. Bientôt, les saisons, toutes les saisons, seront le chant nuptial de tes réveils, et les aubes et les crépuscules, une mélodie unique à l'ordre de ton nom. Bientôt, l'ordre des étoiles et de l'univers sera le miroir où je te reconnais. Bientôt, mes yeux ne verront du monde que ton être au bout de mes suppliques, au bout de mes prières de chaque instant, et je serai aveugle à l'autre monde, et je serai esclave à tes genoux au sud de toi. Magnifique. Et c'est bien lu en plus. C'est bien déclamé, on va dire. Merci. Il me tient beaucoup à cœur, donc je mets beaucoup... Et là, vous avez beaucoup d'émotions. Donc, oui, je garde beaucoup d'émotions toujours jusqu'à présent. C'est ça la force de la poésie aussi. Au sujet du titre, il y a quelque chose d'étrange qui s'est passé. Quand je l'ai écrit, il ne portait pas de titre. Ce titre, Au sud de toi, s'est imposé à moi sans que j'en sache son sens. Le sens, ouais. Et donc, je l'ai adopté. Et c'est bien plus tard, en y réfléchissant, comment un titre peut s'imposer à soi sans qu'on y ait déchiffré son sens ou conçu sa définition ou son sens. Et je me suis rappelé
Et ça, c'est une réminiscence peut-être d'un de mes anciens poèmes de jeunesse qui s'appelait L'étoile polaire. Et l'étoile polaire, c'est l'étoile du Nord. C'est d'ailleurs l'un des poèmes que Jean Sénac avait retenu dans sa fameuse anthologie de la nouvelle poésie algérienne, publiée à Paris avant son assassinat, et laquelle anthologie avait été interdite d'entrer en Algérie à l'époque. Et il y avait Youssef Septi qui y figurait, Imel Ziren et beaucoup d'autres, donc de cette génération qui faisait de la poésie de la rupture avec la poésie de guerre, donc qui était dans les années 70 une poésie ancrée engagée, dans le social, voilà, dans le social, dans l'expression des tabous, etc. Et donc, pour revenir à l'étoile polaire, et l'étoile polaire, c'est l'étoile du Nord. Et l'étoile du Nord, c'est un guide de l'aile. Et je me suis dit, quand je suis au sud de toi, ça veut dire que tu es à mon nord. Si tu es à mon nord, moi je suis au sud de toi. Je suis au sud de toi. Quand on est au sud de quelque chose, on est au sud du nord. Au sud du nord. Ouais, et au nord, d'ailleurs, la couverture représente bien cette métaphore. Ouais. L'étoile du nord. Et l'étoile du nord, depuis la nuit des temps, est l'étoile qui guide à travers le désert, à travers les océans. Donc c'est que, et je me suis dit, tiens, ce toi auquel je m'adresse. Je fais référence. C'est une quête d'un guide, d'un dellal. Entre parenthèses, vous savez que Dellali de la chanson Rai vient étymologiquement du mot dellal qui est celui qui me montre. Donc, j'ai compris plus tard, après avoir adopté ce petit son qui s'est imposé comme ça inconsciemment, qu'il y avait un sens caché derrière une forme de quête. Mohamed Bouhamidi, notre ami prof de philo, qui m'a fait l'honneur de préfacer l'ouvrage, fait référence à cette idée de quête à la limite mystique. Est-ce que ce toi auquel je m'adresse est une femme, une personne ou quelque chose d'autre, ou une quête d'un absolu auquel on aspire et devant lequel on se met à genoux? Très bien. Il y a donc du Bouhamidi. Bouhamidi, c'est oui, assez, si vous pouvez, si vous permettez, Monsieur Tazaroud, juste vous prenez n'importe quelle page de l'introduction. Il évoque même Rumi. Et je suis très influencé aussi par la pensée de. D'ailleurs, très beau poème. Il est magnifique. Oui, en exergue. Ah oui. Oui, si vous pouvez le lire. J'ai frappé à sa porte. Elle a dit, qui est là? J'ai dit, c'est moi. Elle a dit, il n'y a pas de place ici pour toi et moi. Je suis reparti, bien triste, longtemps. Après, je suis revenu et j'ai frappé à sa porte. Elle a dit, qui est là? J'ai répondu, c'est toi. Alors, elle a ouvert sa porte. C'est Djellal Rumi. Ça rejoint pourquoi je l'ai mis en exergue d'ailleurs, et même Bouhamidi se réfère à Djellal Rumi dans sa préface. Et ça rejoint cette idée de là, est-ce que forcément Djellal Rumi s'adresse à une femme? Pas nécessairement. Non. C'est un absolu. Il s'adresse à un absolu. Il s'adresse à l'absolu dans la mystique soufie, c'est Dieu. Mais il y a toujours cette idée de quête de l'absolu. Et il va plus loin. Il dit, est-ce que la poésie peut devenir péril? C'était une phrase qui m'avait bouleversé. Oui. C'est-à-dire est-ce qu'on prend des risques quand on s'exprime? Est-ce qu'en tant que poète, en exhumant ou en exhibant à la limite soi-même, est-ce qu'on prend Darwish en est un exemple. Oui. Mahmoud Darwish, on a un exemple. Oui. Dans cette situation de ce qu'endurent les Palestiniens. Pour nous, Jamal Amarani est aussi un exemple. La poésie engagée. Oui, la poésie au service d'une cause. Oui, au service d'une cause. Je crois que la poésie en général est au service d'une cause. Oui, quelle qu'elle soit. Absolument, je suis d'accord. Qu'elle soit sociale, personnelle, politique,
En l'occurrence, là, vous citez Darwish. Donc, si vous permettez, donc je vais le lire. Puisque alors, je dois juste rappeler à nos oui. auditeurs votre engagement pour même si c'est avec les réseaux sociaux, mais c'est important de le souligner parce que beaucoup de voix se taisent, beaucoup de voix se cachent, mais vous avez été durant une bonne 19 mois. 19 mois à l'affût vous informez les gens, vous dénoncez, vous condamnez, et tout est à votre honneur. Depuis le début. Depuis le début, bien sûr. Et vous avez cette constance, et bien sûr, vous avez écrit donc ce poème qui est repris dans cette anthologie que je vais appeler. Oui, c'est une anthologie, puisqu'il y a une quarantaine d'auteurs. Et c'est dédié à la Palestine. Oui, le titre collectif, c'est Paroles, au pluriel, pour une paix en terre de Palestine. Il y a beaucoup de très belles contributions. Donc, alors, est-ce que vous me donnez l'occasion? Absolument. Ça, c'était le poème écrit, mais écrit, Monsieur Tazarout, en pleine horreur. Et l'horreur, elle dure encore. Elle dure. Là, nous arrivons vraiment au pire. Il n'exprime pas. Avec de l'eau coupée, l'électricité coupée, le gaz coupé, la nourriture, ainsi de suite. La moindre goutte d'eau. La moindre goutte d'eau, oui. Le moindre médicament pour des enfants qui meurent. De faim. C'est le silence total. Je dirais plus, cher ami, la lâcheté. La lâcheté, oui. Non, c'est ça. La lâcheté. Il y a ce combat, enfin modeste, puisqu'on, avec notre impuissance, oui, chacun avec sa possibilité d'en parler tous les jours, comme vous dites, tous les jours. La preuve, et à côté, il y a le silence. Il faut juste rappeler, pardon, c'est Ben Kamel, il faut juste rappeler comme ça, c'est un poème lu dans une chaîne de télévision algérienne, mais il n'est pas passé inaperçu. Absolument. Donc, ce n'est jamais vain. Ah oui. Un maudit. Oui. Et ce n'est pas pour rien que certains cantons ont été bloqués. Absolument. Ce n'est jamais vain, c'est comme une bouteille jetée dans la mer. Une bouteille jetée à la mer. Absolument. Donc, ce poème, il se retrouve là et il va être lu. Parce qu'attention, c'est des choses que des gens lisent et que les officines décortiquent, ainsi de suite. Oui, et justement, à ce propos, dès l'apparition l'année dernière au mois de mai, en juin, ils ont fait, à l'occasion du salon du livre à Paris, pas le fameux salon international, il y avait une autre rencontre de livres avec des lectures musicales. Et ils m'ont contacté après l'événement et ils m'ont dit, les éditions Chèvrefeuille, qu'ils en avaient profité pour lire mon poème qui a été très bien accueilli à cette occasion. Donc alors, je vais le lire. Absolument. Nous, on vous donne l'occasion de le lire et de l'offrir et le dédier à nos auditeurs de la chaîne 3. Ode à Raza. Bientôt, tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, sur cette terre de pleurs et de larmes amères, sur cette terre irriguée du sang des enfants et de leurs mères innocentes, où chaque jour s'élève vers le ciel leurs cris déchirants et leurs sanglots longs, sur cette terre que la nuit du désastre envahit des lobes, sur cette terre meurtrie depuis oh combien de saisons, des rameaux nouveaux naîtront des troncs des oliviers calcinés ou arrachés, et sur cette terre cependant oh combien bénie, 1000 et 1000 et 1000 oliviers nouveaux verdiront, comme un sourire en forme d'arc-en-ciel lumineux sur les lèvres de ces enfants innocents, car cela est dans l'ordre juste du temps juste. Il est accompagné d'une gravure que les éditions ont mise à côté, que je vous donne à commenter. Oui. Qui va, me semble-t-il, avec la teneur du poème, non? On sème l'arc-en-ciel, on sème l'espoir. Hein. Il y a deux oliviers, il y a un vieux Palestinien avec une petite fille, j'imagine, et qui sème justement cet espoir, parce que votre poème, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir. Il ne raconte pas... on évoque bien sûr le désastre, l'ignominie, mais il est porteur aussi d'un espoir que je pense intangible et que je répète, tôt ou tard. Absolument. Tôt ou tard, dans le temps, on est dans le temps historique. Ce n'est pas une saison, ce n'est pas. Ils en sont à un siècle d'impuissance et de révolte aussi.
l'Algérie a passé plus d'un siècle à combattre et à subir le joug colonial, et elle a obtenu, quand je dis tôt ou tard, ce n'est pas d'ici l'année prochaine, mais de toute façon, cela est inéluctable, car cela est dans l'ordre juste. Alors, quand je vois un ouvrage comme ça, tel que celui La Parole pour une paix en terre de Palestine, je me dis, et qui est fait par une Française, je me dis, mais qu'est-ce que nous faisons? Où sont les initiatives de nos intellectuels? Où sont les initiatives des écrivains, des éditeurs, des penseurs et même... Rien. C'est ça, c'est vraiment... C'est le désert. C'est vraiment le si désert. C'était de l'indifférence, quoique c'est l'indifférence... Au pire, mais quand c'est pire que l'indifférence... Quand c'est pire que l'indifférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire on accepte, quoi. On accepte. On accepte. Alors, ce que votre personnage n'accepte pas dans la 5e saison, c'est de voir des gens s'emparer, détruire la mémoire, détruire le savoir, détruire le livre. Et d'organiser des... Comment on appelle? Des... Autodafé du savoir, du livre. Oui. Votre 5e saison était d'abord donc un long poème. Absolument, oui. Vous avez raison. C'est le mot juste, un long poème en prose. Oui. En prose. Et c'est la défense du livre. C'est d'abord le livre. C'est ce qui est de plus précieux. Oui, j'ai toujours dit qu'à part les deux principaux personnages, le poète en fuite, errant, et la femme ange, mi-femme, le troisième personnage, c'est le livre. On le voit constamment, vous avez vu le film, on le voit constamment sur la poitrine du poète errant, et il en parle tout le temps presque, et on voit à un moment donné cette bande de barbares qui essayent de le brûler avec d'autres manuscrits, d'autres livres, mais qu'il a le temps de sauver. Et donc, le thème de cette métaphore est le livre. Et pourquoi le livre? Parce que le livre, c'est le poète. Et on a commencé par tuer l'un de nos grands poètes en 93, Tahar Djaouder. Le livre, c'est pas uniquement aussi le poète, c'est comme vous avez dit, la science, le savoir. C'est le savoir. Le livre, c'est le kitab, c'est une dimension de base de la culture. Ça rappelle un peu Ibn Rushd, Ibn Sina plutôt. Oui, dans le film de Youssef Chahine. Oui, mais le thème, c'est exactement. Sans vouloir le comparer modestement. Non, mais je parle de la thématique. Oui, mais le sujet aussi, c'est le combat. Le combat contre le fanatisme, l'ignorance, l'intolérance. Alors, ce qui est bien dans ce long poème, c'est ce dialogue qu'il y a entre le poète et elle. Elle qui symbolise beaucoup de choses. Hein. Elle est la détentrice ou la protectrice d'une cité défunte. Je l'appelle dans le poème. Une cité qui était jadis rayonnante et que j'appelle l'ange de la cité déchue. C'est ça, c'est exactement lui, il ça. parle de ce qu'il fuit, c'est-à-dire cette bande de grandeur qui le pourchasse pour son livre, et elle lui raconte ce que fut cette cité en ruine dans laquelle il se rencontre. Pour la parenthèse, j'ai choisi un décor que j'ai voulu spatial, temporel, mais bon, pour le cinéma, spatial, à moins d'aller dans l'espace. Et j'ai choisi le désert, Al-Saoura. Ouais. Tout le tournage s'est fait là-bas dans des régions désertiques. De toute façon, ça convient exactement à la trame. Oui, la solitude, les espaces, les grands espaces. Pardon de rappeler, mais même ces moments de féeriques, où on voit par exemple vous donner la paire belle on va dire à la culture, etc., à la musique andalouse, c'est montré comme si c'était un mirage. Est-ce que c'était dans la réalité? Est-ce que c'était un mirage? Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, la dernière réplique de la femme ange à la fin au poète, avant de disparaître de nouveau, c'est ce que tu as vécu avec moi, cette nuit ou ces 2 nuits, on ne sait pas. Et j'ai voulu rester dans le mystère de la chronologie temporelle. Lui dit, cela n'a été qu'une illusion. Et c'est vrai que
est-ce que sa rencontre à lui, le poète errant, avec cette femme, mi-ange, est une réalité? A-t-il rêvé cette rencontre? Ou a-t-il fantasmé sur cette idée de une femme qui protège encore, non, qui protège pas, qui est impuissante à ce niveau-là de la déchéance de la cité perdue? Est-ce que son obsession, à part le livre, est aussi cette idée du patrimoine perdu ou en voie de perdition? Ouais. Donc, c'était difficile aussi au point de vue cinématographique. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous êtes avant tout aussi critique de cinéma. Donc, construire une intrigue cinématographique autour de cette problématique n'était pas évidente pour moi. Pas du tout évident. Et c'est audacieux, mais sans audace, ce type de comment on peut appeler ça, on ne progresse pas, on n'invente pas. Mais revenons au livre, et vous dites dans la 5e saison, toujours des titres recherchés. Allez, je pose la question, pourquoi la 5e saison? On n'en connaît 4. Oui. Absolument. Et tu inventes le 5e. Tout est là d'ailleurs. Quand j'ai commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à écrire le texte dans le feu de la tragédie qui commençait à nous toucher tous, et a commencé par nos proches, nos amis, le titre s'est imposé avant que j'écrive la première phrase. Incroyable. La 5e saison, c'est dans le désordre des choses. Parce que, comme vous dites, la nature, la vie, la cosmogonie connaît 4 saisons. C'est quoi la 5e saison? La 5e saison, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Hors temps. C'est hors temps. Ce qu'on a vécu était hors temps. Qui pouvait imaginer avant ou pendant la guerre de libération face au joug colonial que l'on pouvait arriver à cette phase de notre histoire où on voyait des gens brûlés, éventrés, tués, égorger leurs concitoyens. Femmes, enfants, poètes, journalistes, intellectuels, qui pouvaient... Donc c'est de la démesure. Une 5e saison ne peut être que démesurée. Oui, c'est de l'ordre de l'irrationnel. Très bien. C'est de l'ordre de l'irrationnel. Alors, on revient au livre, ça c'est pas du tout irrationnel, mais par contre, des dizaines de feuillets précieux racontant le tumulte de ses états d'âme, ses nostalgies et ses bonheurs, ses drames, ses joies, ses pleurs et aussi ses rires. Son livre écrit d'une main tendre, les matins de paix comme les soirs de fureur rentrés, les aubes souriants ou les nuits blanches pour un je t'aime blessé. Et par ce livre, son malheur arriva. Le livre est la solution, mais le livre aussi peut mener au péril. Au péril. Et dans la preuve, il est en train de fuir. Et nous rejoignons notre ami Bouhamidi. La poésie est aussi un péril. Est aussi écrire, de façon générale, oui, est un péril. C'est pas pour ça qu'on assassine les poètes, les journalistes. Oui. Bien, heureusement que la poésie nous permet Je peux lire toujours pour rester dans la dimension de l'espérance, comme au Darazan. Toujours. Cette dernière phrase de la femme ange qu'elle adresse au poète errant avant de disparaître. Et ton livre, puisqu'on parle du livre, ton livre alors survivra au déshonneur de la 5e saison, car les anges de l'univers s'éveillent à l'aube bleue pour annoncer la partance de la 5e saison. Et ton livre sera entre leurs mains salvatrices. Et là est la défaite de la 5e saison, inscrite depuis toujours dans l'ordre fabuleux du temps juste. Et vous remarquez que je reviens toujours à cette idée du temps juste, l'ordre juste. Et j'ai voulu donc terminer, y compris dans le film, sur cette note d'espoir. Toujours. Et notre espoir, c'est de voir ce type d'ouvrage, donc de poésie, lu dans nos écoles, dans nos lycées, dans nos universités, avec les éclairages de l'auteur, des auteurs tels que Ahmed Ben Kamlak, tels que Inès Hayouni, tels que Saliha Kassi ou Slimane Sadoun et d'autres. Par exemple, l'ouvrage de Anna Gereki, vous faites là. Ça aussi, il faut le porter devant le jeune public. Il y a un événement à propos de jeunes, comme vous dites, et de lecteurs, qui m'a pratiquement subjugué il y a le 16 avril passé.
Il y a l'école des hautes études commerciales, HEC Alger, à Orléans, qui est une école donc d'élite sur le plan des études financières, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter ce jour-là à travers leur club artistique et culturel pour être avec Madame Falla Andalusia, auteure, romancière, pour animer une journée autour de nos écrits réciproques. Et ce qui a été étonnant, mais vraiment étonnant, qui m'a subjugué, c'est cette communion avec les étudiants et étudiantes qui étaient là, dont l'âge ne dépassait pas les 22-23 ans, qui ont, de par leur cursus, ils sont dans une autre dimension, l'économie, le commerce, les finances, et qui venaient discuter avec nous, qui nous demandaient des dédicaces, à qui nous avons offert des exemplaires aussi bien du recueil que de ces romans. Et ensuite, il y a eu toute une après-midi de discussion, débat avec eux. C'était vraiment... J'avais une autre idée de l'univers de nos universités. Pour garder l'espoir, c'est vrai que ce qui manque, c'est les passerelles. C'est pas le public, c'est pas des lecteurs, c'est juste les passerelles et une visibilité. Les initiatives. Et des initiatives. Bien, ça passe vite quand on a des choses à dire, et Ahmed Benkabla avait beaucoup de choses à dire. Alors, mais on termine avec une note de gaieté, bon, on va dire, avec un questionnaire montagne ou mer. Montagne ou mer, mer ou montagne. Oh, les deux. Les deux. Ah, oui, les deux, mais ça dépend des moments aussi. Hein. D'accord. Oui. Le plat préféré. Couscous. Ah. Bah, d'accord. Le fruit. Le fruit. Oui. La pêche. La pêche. Bien, la pêche et la pêche. Alors, vos auteurs préférés? Philippe Roth, l'américain, dont j'ai lu et relu son fameux roman La Tâche presque une dizaine de fois. Bon, très bien, donc pas la peine de dire quel est votre roman que vous avez lu et La Tâche. Et relais, c'est La Tâche. Bien, la chanson que vous pouvez écouter en boucle. Ne me quitte pas. Bien, le chanteur préféré? Brel et Aznavour aussi. Brel et Aznavour, bien. On fait partie de l'ancienne génération. Bien sûr, le mot que vous aimez? Aimer. Que vous détestez? Aimer. À perdre la raison. Haïr. Bien sûr. Le dicton que vous aimez? L'expression ou le dicton que vous aimez? Jaro, bien. Ça veut dire que de toute façon, tout le reste est vanité. Bien, très bien. Ça dépend aussi de ce qu'on peut laisser derrière soi, pas que d'égaler. Très bien. L'expression que vous détestez? Ce qu'on déteste. La râle. Non, la râle, c'est une forme de s'en remettre comme ça à la fatalité, au destin. Oui, au destin. Voilà, enfin, même pas aux choses. Ouais. Mais non, une expression que je déteste. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Par exemple. Bon, on dit n'importe quoi. Vos trois passions. Avec vous, Monsieur Tazarout, on est obligé, dans le cadre protocolaire de cette émission, de nous vous voyez. Mais on a eu, durant notre amitié, beaucoup d'échanges aussi enrichissants à l'occasion de nos rencontres à travers des événements culturels, aussi bien à Béjaïa, Oran, Alger, absolument. etc. Et je vous remercie pour cette invitation. C'est moi, c'est l'émission. Non, je vous remercie parce que ça permet aussi, quand on partage et qu'on a l'écoute, de sortir un peu de soi-même. Allez, vos trois passions. La lecture, la musique et, si possible, voyager. Bizarre, il n'y a pas le cinéma. Oh, mais quand on parle de musique, on peut aimer des musiques de films aussi. Oui, c'est vrai. On peut aimer les lectures de... Une musique peut rappeler... Un film, une séquence. Même pas un film, peut rappeler une séquence à faire. Un film à faire. Et j'ai eu l'honneur de rencontrer un jour le grand réalisateur italien Alberto Latuada à Valence à l'occasion de la Mostra. Et j'étais envoyé par la Cinémathèque algérienne, j'étais à la télévision algérienne. Et donc, j'ai eu l'honneur d'avoir une discussion autour d'un dîner avec lui. Je lui avais posé cette question. Monsieur Latuada, vous arrive-t-il de tourner un plan en écoutant une musique ou en ayant une musique? Il m'a dit oui. Il m'a cité quelques exemples où un mouvement de caméra comme ça, en ayant dans la tête déjà une mélodie. Il y a des réalisateurs qui imposent la musique durant le tournage. Bien. On a dépassé l'heure. Chers amis auditeurs, merci, fidèles
auditeurs de la chaîne 3. Ahmed, merci. Merci beaucoup, merci. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Bon week-end, au revoir.